Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Nikon Z6 II. On va principalement se concentrer sur l'autofocus. Je vais vous restituer mon expérience à moi avec ce Nikon Z6 II. J'ai déjà fait 3 petits épisodes de comparatif face à d'autres appareils photo dans lesquels je trouve, je ne suis pas allé trop loin dans les tests, dans le sens où, par exemple, sur le dernier, avec le Panasonic S5, je suis à 60 mm, 5.6, donc une profondeur de champ qui est quand même pas trop difficile à manipuler. Et clairement, je pense qu'on peut aller plus loin. Par exemple, dernièrement, je suis en train de vous tester le 85 mm 1.2 de chez Canon avec des chevaux au galop pris à 1.2 qui font des photos absolument dingues et il n'y a pas un seul loupé. Donc clairement, je pense que, voilà, à un moment donné aussi, l'autofocus, on lui demande de faire parfois des choses qui sont extrêmement difficiles et on va voir justement qu'est-ce que ça donne dans cette vidéo. Mais avant tout ça, j'ai envie de vous parler que plusieurs personnes m'ont fait remarquer que par rapport au comparatif que j'ai pu faire, dans lequel j'ai mis à disposition certains fichiers RAW, que c'est probablement la faute à Lightroom, si la dynamique du Z6 II n'a pas l'air génial. Quand on ouvre les RAW sous un autre logiciel, et notamment RAWDigger, puisque c'est le logiciel qu'on m'a mentionné et je suis allé vérifier, c'est clair, la dynamique, elle est comparable aux autres appareils photo et probablement qu'encore une fois, c'est Lightroom qui exploite mal les fichiers RAW. Décidément, il faut peut-être aller regarder du côté de Capture One, puisque maintenant, il y a une version Nikon qui probablement va vous donner une meilleure dynamique. Au niveau du boîtier, moi, c'est un boîtier que j'ai bien aimé utiliser. C'est un boîtier que j'ai trouvé compact, agréable à utiliser. Il est plein de boutons, il est riche en boutons, entre guillemets. Et moi, surtout, j'aime sa forme compacte. Apprécié utiliser. Par contre, ce que j'ai pas du tout apprécié utiliser, c'est les menus. Les menus, il y en a absolument partout. Je trouve jamais ce que je suis en train de chercher. Concrètement, quand je veux modifier des trucs sur l'autofocus, je cherche d'abord dans le menu vidéo. Ah merde, ça y est pas. Je vais ensuite dans le menu avec le crayon. Il y a un menu autofocus. Ah mince, ça y est pas non plus. Et puis finalement, je me retrouve avec un menu vidéo. Et dans le menu vidéo, je vais aller trouver ce que je cherchais par rapport à l'autofocus. C'est comme ça tout le temps. Si vous cherchez l'obturateur, je le cherche dans le menu prise de vue. Hop, je cherche, je trouve pas l'obturateur dans le menu prise de vue. Bon, je trouve pas. Par contre, le menu silencieux. Silencieux, voilà, je vais le trouver. Donc pour mettre l'obturateur électronique, c'est dans le menu prise de vue. Par contre, si je veux chercher l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique, ça va être dans le mode, je crois, prise de vue. Voilà, ici. Bref, il y a plein d'exemples comme ça où franchement, je galère et je ne sais jamais où les choses sont rangées parce qu'il y en a absolument partout. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop Nikon ou qui a oublié depuis le D750, franchement, j'ai galéré avec ces menus-là. Et autant je vous disais que le menu du S5 était intuitif, autant là, waouh! Il a fallu quand même s'accrocher un peu, évidemment, ceux qui ont l'habitude de ce menu-là, et j'ai trouvé que ce n'était pas le menu le plus intuitif du monde. En termes d'autonomie, j'ai été agréablement surpris par l'autonomie. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Franchement, ça tient la journée sans aucun problème. J'ai vu aucune différence par rapport à ce que je peux connaître chez Canon ou chez Sony. Pour moi, c'est vraiment un bon point, l'autonomie. La tropicalisation aussi, quand on voit la tropicalisation de ce boîtier, moi, j'ai jamais vu des joints comme ça. Des joints qui sont tellement difficiles que ça devient difficile de les enlever. Et vous voyez, il y a des joints dans des joints dans des joints. Et vraiment, regardez, il y a même des croix qui vont protéger les pores. Et on a même du mal ensuite à remettre le cache. Il faut vraiment appuyer très fort. Ça sent quand même une belle construction, je trouve, en termes de la vidéo, de la production photo, production vidéo. Clairement, moi, c'est un appareil photo qui m'a... Et il fait évidemment bien, extrêmement bien son job. On est en 2020. J'arrête pas de vous répéter que un mauvais appareil photo, ça n'existe pas. Un mauvais autofocus, ça n'existe pas. Donc ici, quelques photos. Alors évidemment, on est en plein confinement. C'est pas le plus facile. Il n'y a personne dans les rues. En tant que professionnel, comme tout le monde, j'ai le droit de continuer à travailler. J'ai le droit d'aller prendre des photos. Je me suis fait contrôler. Il n'y a eu aucun problème avec la police. Je le dis avant qu'on commence à me faire la leçon dans la vidéo, sous les commentaires. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait personne dans les rues, ça rend un peu plus compliqué le test. Même ici, j'ai passé 2 jours entiers à faire entièrement des photos, en plus des tests que j'avais pu faire avec tous les objectifs et des tests que j'ai pu faire en famille le week-end et compagnie. Donc j'ai fait 4000 photos à peu près avec cet appareil photo-là. Donc clairement, je pense que je commence un peu à le connaître. Et ici, je vous montre des photos de skate et c'est principalement avec ça que je vais vous démontrer un peu les capacités autofocus de cet appareil photo. Puisque j'ai demandé à un groupe de les modes autofocus de l'appareil et les différents réglages. On m'a dit des fois, il faut que tu ralentisses pour verrouiller un peu plus ton sujet. D'autres qui me disent, j'en ai pensé. Voilà. On termine par une belle photo de fin de journée, voilà, du paysage, du calme. C'est vrai qu'en plein confinement, avoir la chance, comme ici, de faire tranquillement sa pirogue,
sur le petit lac, franchement, c'est quand même un plaisir. J'aurais bien... Vous savez, on a un petit rectangle rouge dans lequel on active la détection du visage ou des animaux, hein. Ici, on peut voir que je suis dans la boîte. L'idée, c'était de voir un peu ce que ça vaut. Ici, moi, ce que je vois, hein, en tout cas, c'est qu'il ne détecte rien, hein. C'est-à-dire que j'ai des visages dans la boîte et il ne détecte rien dans la boîte. Donc ici, vous voyez, j'essaye de suivre le skateboard et il n'a pas détecté grand-chose, hein. Donc ici, du coup, je change, je repasse en mode bar, et a priori, si j'ai bien compris, le mode qu'avait le Nikon Z6 que je ne connais pas trop. Et là, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va voir des petits rectangles qui apparaissent, mais ils apparaissent un peu... C'est un peu bizarre, quoi. Ils ne détectent rien. Et ici, donc, dans la petite boîte d'œil. Donc, en fait, grosso modo, et on va le voir un peu plus tard, c'est qu'il faut vraiment que le visage, que vous ne pouvez pas cumuler vraiment avec le mode de détection des yeux et des visages, il faut un peu choisir, hein. Donc ici, je lui demande de traquer le visage. J'ai bien verrouillé le visage, hein. Au moment où j'appuie sur l'obturateur pour verrouiller, il était exactement sur le visage. Et on va s'apercevoir que voilà, il se baisse, il saute. Bon, la boîte, elle fait un peu n'importe quoi. Donc on refait un essai, on reloque le visage, il se baisse. Et si j'aurais aimé en fait qu'ils comprennent que je veux verrouiller cet endroit-là et que dans cette arrivée à avoir de bons résultats. Donc ici, je suis de nouveau de retour en mode détection large. Donc comme vous pouvez voir ici, je lui demande de détecter un visage. Et clairement ici, vous voyez, j'ai un skateboard qui me fonce dessus. Il est au milieu de l'image. C'est ce qui est le plus clair puisqu'il a un t-shirt blanc et il ne le trouve pas. Donc ici, on peut voir que sur la fin, quand même, les petits carrés rouges, vous voyez ici, il ne trouve pas, il est en train de faire le focus à droite, hein. Il ne trouve pas. Et là, on peut voir que les petits carrés rouges, quand même, ici, le détectent. Et donc, ces photos-là, elles sont bonnes. Mais c'est vrai que ce n'est pas très rassurant, hein. On est très loin de ce que peut donner certaines autres marques. Ici, je décide que toute la partie intelligence ne m'intéresse pas. Et franchement, quand je regarde les photos, les résultats n'étaient pas géniaux quand même, hein. On ne va pas se mentir. Donc, j'enlève toute la partie de détection des visages, détection des yeux, tracking, toute cette partie-là. En fait, je reviens à ce que je faisais avec un D750. On n'a pas attendu les autofocus intelligents pour faire des photos. Donc ici, comme vous pouvez voir, je suis revenu avec une boîte, donc avec un collimateur d'une certaine taille, ici small. Et je vais tout simplement laisser mon sujet à l'intérieur de cette boîte. Et ici, par contre, vous voyez, les résultats sont topissimes. C'est-à-dire que j'ai quasiment aucune photo floue sur cette série-là. Et ça a marché vraiment super top. Donc clairement, les autofocus, quand ils ne sont pas capables d'être ultra méga intelligents, ben, vous pouvez aussi prendre la main et lui dire exactement au niveau du collimateur où faire la mise au point. Le problème, c'est que ici, quand j'utilise cette fameuse boîte qu'ils ont mis avec le Nikon Z6 II, ici, je lui dis de détecter un visage. Comme vous pouvez voir, il ne détecte pas de visage, hein. Je suis de côté, on voit la bouche, on voit le nez. Bon, certes, il y a un peu le masque en dessous, mais enfin quand même. Il accroche absolument rien. Donc ici, un autre exemple, toujours avec la boîte. Et là, il accroche. Et on va s'apercevoir de quelque chose dont je n'avais pas pris conscience avant cette série avec le skateboard. C'est que ça ne marche que quand votre sujet est... Vous avez la même boîte, chez Sony, qui s'appelle la Zone, passée en mode de verrouillage, en mode tracking. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, et si votre sujet a le malheur de dépasser d'un seul pixel de cette visage, vous voyez ici, il avait détecté le visage, il s'est baissé parce qu'il est en train de préparer un saut, et il remet vers le haut. Clairement, attends, moi quand je suis en train de prendre une photo, arriver à savoir qu'il va se baisser, qu'il va monter et compagnie, à moins que ça soit une chorégraphie, je ne sais pas le faire. Et du coup, c'est un mode que j'ai trouvé très très difficile à utiliser parce qu'il faut sans arrêt être sûr et certain que vous allez pouvoir mettre votre boîte sur votre sujet. Et ça, moi, j'en suis à page. Et il vient de se relever un peu, regardez. Il est juste un tout petit peu au-dessus de la boîte et c'est fini. Il a lâché. Un peu difficile à manipuler et pour moi, c'est un mode que si j'avais le Nikon Z6 II, j'utiliserais probablement que dans des scènes qui sont vraiment assez statiques ou assez prévisibles avec un sujet qui nous fonce dessus ou un truc comme ça, hein. Alors évidemment, sur un sujet immobile, comme je vous disais, hein, il suit bien le visage, il le trouve, mais il faut que le visage soit suffisamment gros. Nouvel exemple, vous voyez ici, il met quand même vraiment du temps, je trouve, à trouver le visage. Et il finit un peu par trouver l'œil à la fin, qui vous montre bien que la détection de l'œil est activée, hein, alors que depuis qu'on a commencé, il n'a pas trouvé l'œil une seule fois. Alors, sur toute cette série ici que je vous montre, ici, bon, je vous montre quelques passages en 5 minutes, mais j'ai vraiment testé beaucoup de sensibilité AF, en mettant la sensibilité AF sur verrouiller le sujet, en mettant la sensibilité AF sur rapide. Il y a plein de paramètres qui permettent de créer un délai, et justement de pouvoir, c'est pour ça que j'étais derrière ici, hein, de pouvoir
essayer de ne pas perdre le focus quand on passe à travers des éléments comme ça. Et j'ai un peu galéré malgré tout à obtenir des résultats absolument incroyables. Ça a été un peu difficile. Même si j'ai varié entre le mode silencieux et l'obturateur électronique. Par contre, je suis en H+, à tout moment. C'est pour ça que vous ne voyez pas de blackout. Bon, je me suis posé la question, est-ce qu'il est capable de faire du tracking d'oiseaux? C'est un problème de certains autofocus qui n'en sont pas capables. C'est vrai qu'un oiseau, généralement, c'est sur un fond qui est uni, mais c'est tout petit. Et il y a beaucoup d'appareils qui n'ont pas de tracking capable de faire un suivi d'oiseaux. Ici, clairement, le Z6 II en est pas capable. J'ai essayé d'accrocher les oiseaux, ça n'accroche pas en fait. Sans arrêt, il est en train de repartir et ça accroche tout simplement pas du tout. Pourtant, ici, j'étais en mode de tracking. Alors, j'ai essayé maintenant de me mettre en mode de tracking, mais en lui mettant la détection des animaux, plus la boîte. Et franchement, les résultats ne sont pas beaucoup mieux. Vous voyez ici, sur cette mouette, j'arrive pas à l'accrocher. Ici, par exemple, sur ce petit oiseau sur le bord, c'est pareil. Le petit oiseau s'envole et la box, ça part pas. C'est clair que c'est des sujets qui peuvent paraître complexes. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste, aujourd'hui, en 2020, le Canon R6 et le Canon R5 ont un nouvel algorithme de gestion d'autofocus animalier qui détecte l'œil. Sur ces scènes-là, non seulement il suit les oiseaux, mais en plus, il détecte l'œil des oiseaux quand ils sont en train de voler. C'est absolument incroyable. Là, clairement, on n'en est pas là, mais alors pas là du tout. On n'arrive pas à faire un tracking d'un oiseau qui est trop petit dans le ciel. Il faut vraiment que le sujet prenne beaucoup de place. Ici, c'est un rush d'une vidéo juste pour vous montrer la stabilisation. J'ai voulu suivre en fait cette pirogue et ça a marché très bien. La stabilisation marche bien. Par contre, on a un peu du mal à faire le travelling parce que la stabilisation, elle lutte un peu contre le mouvement. Et j'ai pas trouvé de moyen de dire à la stabilisation de désactiver la stabilisation sur l'axe, un plan qui marche bien, etc. Et justement, j'ai profité de cette petite pirogue pour essayer de voir s'il arrivait à faire le tracking de cette petite pirogue. Et la réponse est non, il n'y arrive pas. Il faut vraiment que votre sur laquelle je voulais essayer de faire un jeu d'ombre quand elle passe dans le soleil et compagnie. Et je voulais au début la mettre tout en bas de mon cadre et j'ai dû même monter ma composition parce que je ne voulais pas cette barre noire ici de sable qui était en bas. Et il n'y arrivait pas du tout, quoi. Et même ici, vous allez voir, quand elle passe dans le soleil, j'ai un gros mouvement de pompage et finalement ces photos-là sont floues. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe, j'ai essayé à la maison un peu de regarder à quelle taille il trouvait les yeux. Vous voyez ici, il trouve bien les yeux dans la boîte. Ça marche sans aucun problème. Mais dès maintenant, il passe. Il ne trouve plus les yeux et il va détecter uniquement le visage. Pourtant, je trouve, le sujet, il est quand même très gros dans l'image. Et pourtant, il ne trouve plus les yeux en définitive. Et donc, effectivement, quand je me recule, ça passe en mode dégradé avec juste le visage. Et clairement, quand vous travaillez sur du 85 mm 1.8, c'est un peu juste. Alors je me suis dit, bon, après tout, qu'est-ce que faisait un Sony A7 III? Est-ce que le Sony A7 III, il y arrive à faire ça? Et donc j'ai essayé de reproduire le même test avec le Sony A7 III et la réponse est oui. Il y arrive et largement. C'est-à-dire que le Sony A7 III, j'ai dû aller dans le mur derrière de ma salle de bain et j'ai touché le mur de la salle de bain qui continuait de traquer l'œil. Et je vous mets la taille ici, c'est 2 tailles à 100%. Ça, c'est quand... Voilà, ça c'est quand le Nikon Z6 II à droite ici détecte plus les yeux. Et ça, ici je touche le mur de ma salle de bain, il continue de détecter les yeux. Mon sujet est plus de 2 fois plus petit que l'image du Nikon Z6 II. Et clairement, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué sur les scènes où j'ai fait le skate parce qu'il ne trouvait pas finalement les yeux, il n'accrochait pas le sujet. Parce que il fallait que mon sujet soit probablement trop gros. Sauf que quand le skate partait de loin, il ne détectait pas, quoi. Forcément, mon sujet, au début, il est un peu petit. Et j'avais besoin de pouvoir initier un tracking quand il était petit. Vous voyez, ici, je fais une petite démo de tracking. Je passe en mode large sur le A7 III. Et je vais bouger un peu. Vous voyez, il suit bien quand même. Ça, c'est le A7 III à 2 ans et demi. Et il suit franchement plutôt bien. Et si on fait exactement le même test sur le Nikon Z6 II, juste pour comprendre, moi, je revenais finalement de cette expérience terrain qui n'était pas fabuleuse. Et j'ai voulu essayer de comprendre, vous voyez, ici je le mets dans la boîte, je change le mode autofocus, hop, vous voyez, je suis passé maintenant en mode... Voilà, il vient de trouver le visage. Et là, c'est vrai qu'il suit un peu, mais il ne faut vraiment pas que j'aille vite. Si je commence à bouger un tout petit peu trop vite, il perd la mise au point. Vous voyez, là, c'est un peu mieux, et il a reperdu juste derrière. Voilà, donc pour moi, effectivement, ça a été une expérience sur le terrain qui n'a pas été méga positive dans le sens où j'ai vraiment eu l'impression que
tous les modes autofocus intelligents étaient vraiment limités à des sujets qui ne bougent pas énormément, qui sont relativement gros dans le cadre. C'est probablement en deçà de ce que je peux connaître même sur un Sony A7 III, puisque j'avais le Sony A7 III sur le truc de skate, et clairement j'avais des résultats qui étaient supérieurs sur un sujet comme ça. Alors c'est clair, hein, c'est un sujet qui est compliqué, ça monte, ça descend, ça accélère, ça part petit, ça arrive gros. J'ai shooté avec du 85 mm 1.8 sur les deux, hein. J'avais le 85 mm 1.8 aussi sur le Sony A7 III. Et voilà, pour moi, c'est en deçà. Alors, ça ne m'a pas empêché de prendre des photos et les résultats ont été bons, hein, quand je suis passé en autofocus avec un collimateur simple, exactement comme on faisait sur des réflexes. Là, la mise au point, elle marche très très bien. On a une mise au point de phase et les photos étaient accrochées. Vous voyez, la deuxième photo, il accroche. Mais là, le problème, c'est qu'il commence à faire un mouvement qui est un peu rude et on va rapidement se rendre compte que toute la série de photos est floue. Jusqu'au moment même où il prend le focus derrière, il se trompe de sujet. Et là, il revient. Et là, la photo, elle est bonne. Le problème, c'est que sur une série, et là, je crois qu'il va le reperdre, hein, juste après. Là, il est bon, là, il est bon, là, il est bon, là, il est bon, là, il est bon. Et là, il a perdu. Je ne sais pas pourquoi il a perdu là. Et là, il est complètement perdu. Et ça, je l'ai eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que voilà, sur ces séries-là, je précise qu'ici, c'est des JPEG. J'ai voulu lui faciliter la tâche par rapport à la rafale, à la durée du buffer qui est excellent par ailleurs, hein. On a un buffer qui est vraiment profond et qui permet de faire un grand nombre de photos. C'est vraiment agréable. Et finalement, allez, on peut faire cette série-là. Je ne sais pas du tout les résultats que ça a donné. On va le voir ensemble. Et de nouveau, c'est flou. Et là, il a récupéré. Et là, j'ai une bonne série. Et là, c'est flou de nouveau. Voilà, là, c'est flou. C'est flou, c'est flou, c'est flou. Pour des sujets qui sont difficiles comme ça, je vois un écart d'autofocus par rapport à d'autres appareils photo qui, clairement, font mieux. Et Nikon n'est pas du tout revenu, hein, malgré le fait qu'il y ait maintenant deux CPU sur ce boîtier-là. Voilà. C'est pas encore parfait, hein. Vous voyez, ici, il passe en courant. C'est flou, hein. C'est flou aussi. Et finalement, c'est ce que je vous disais, les meilleurs résultats, en tout cas moi, les photos que j'ai préférées, c'est quand j'ai désactivé tous les automatismes, la détection des yeux, des visages, la boîte, tous ces automatismes-là, je les ai désactivés. Donc c'est plutôt vers les 2/3 de la séance, avec des modes différents pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Et ici, vous voyez, je travaillais avec lui, là. Hop. Et j'obtenais des résultats qui n'étaient pas top. Vous voyez, c'est le genre de résultat que j'obtenais avec le mode automatique. Franchement, j'étais pas content, quoi. J'étais vraiment, vraiment pas content. Vous voyez, ah là, ça y est, il a chopé. Mais l'action, elle est passée. Il l'a chopé à ce moment-là, mais hop. Moi, j'avais envie d'avoir ces photos-là, en fait. C'est ces photos-là qui m'intéressent. Et je les avais pas. Donc, quelque part, un peu rageux, hein, faut pas, voilà, quand ça se passe mal, il faut... C'est bon. Hein. Clairement, il est capable de donner des bons résultats. Et vous voyez ici, j'ai pas de difficulté. Et toutes les photos, quasiment, de cette série-là, je crois qu'il y en a une ou deux sur toute la série de Rafale qui, en plus, hein, vous aurez noté, est très longue et on a vraiment beaucoup de photos. Je dis, mais peut-être que c'est un hasard. Donc, j'ai recommencé. J'ai recommencé 4 fois, je crois. Et les 4 séries sont les 4 meilleures séries de photos que j'ai sur toute la session. Comme vous pouvez voir ici, il ne me manque aucune photo. Elles sont toutes bonnes. Et on recommence. Et est-ce que j'ai mes photos? Et la réponse est oui, j'ai mes photos. Donc, clairement, l'appareil photo en est capable. Je ne suis pas du tout convaincu par les modes intelligents de détection des yeux, de détection des visages, par la petite boîte, par l'écran large, par le tracking. Tous les trucs qui sont vraiment intelligents, je ne suis pas convaincu. Hein. C'est vrai que je ne sais plus comment réagit aujourd'hui un D750 ou un D850, mais j'ai l'impression qu'autant du réflexe, avec le tracking 3D de chez Nikon, ça marchait mieux que ce que je peux voir dans ce réflexe. Voilà pour mon expérience à moi avec ce Nikon Z6 II. C'est un excellent boîtier. Les photos qu'il m'a données sont sublimes. Clairement, quand vous trouvez qu'un mode ne marche pas bien, vous basculez dans un autre mode et clairement vous arrivez
à faire vos photos, comme je vous l'ai montré. Donc clairement, il en est capable. Et c'est probablement une question d'algorithme. La bonne nouvelle, c'est que les algorithmes, c'est le firmware. Et le firmware, il peut être mis à jour par Nikon. Et clairement, ils peuvent y arriver. On a vu que sur le Panasonic S5, j'avais plutôt un autre problème. Je pense que l'algorithme était bien supérieur à ce Nikon Z6 II. On pouvait voir hein, qu'il me traquait le visage vraiment à l'autre bout du jardin avec le Nikon Z6 II, ne voyait rien. Et par contre, il n'était pas capable de faire la mise au point sur l'objectif. Et ça, c'est plus gênant parce que être capable de faire la mise au point sur l'objectif, je pense que ce n'est pas un firmware qui va probablement venir faire une grosse amélioration. Donc ici, je pense que clairement, Nikon a du champ pour faire une mise au point de firmware qui permet de faire évoluer cet autofocus-là. C'est un appareil photo que j'ai décidé de garder pour la chaîne. Donc c'est un appareil photo que je pourrais inclure de temps en temps s'il y a des mises à jour, que je pourrais inclure face à d'autres appareils qui sortiront sur le marché. C'est un appareil photo que je vais continuer à utiliser parce que j'ai envie de reprendre un peu la patte de chez Nikon. Alors évidemment, les fans de Nikon vont me reprocher probablement d'être critiques avec l'appareil. Les fans de Panasonic m'ont reproché d'être critiques avec le Panasonic S5. Et les fans de Canon m'ont reproché d'être critiques avec le Canon R5 et le Canon R6, qui pour moi est probablement une bonne chose, puisque ça veut dire que j'essaye d'être juste et de trouver des points positifs et des points négatifs avec chaque appareil et de dire que aucun appareil est parfait et le Canon R5 et le Canon R6 n'est pas parfait non plus. J'insiste. En tout cas, pour moi, c'est un excellent appareil photo. Est-ce qu'aujourd'hui, il est au top par rapport à ce qui se fait sur le marché? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes équipé avec plein d'objectifs Nikon, est-ce que ça vaut le coup de changer de marque, de m'allier? C'est sûr qu'il commence à y avoir un vrai décalage entre les différentes générations de boîtiers. Mais si vous faites du sujet parfaitement normaux, comme j'ai montré un peu dans mes comparatifs avec du portrait et compagnie, franchement, il marche plutôt bien ce petit Nikon et moi je l'ai quand même beaucoup apprécié et les photos qui sortent de là-dedans, et c'est quand même le but final, sont sublimes. Et c'est probablement sur ça que j'ai envie de conclure. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas non plus les pouces levés vers le haut, ça me prend du temps de faire tout ça et c'est motivant de voir ces pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!